Europe 1, Christophe Ondelatte. Voici l'extraordinaire histoire d'Hélène Keller, une petite fille née sourde, muette et aveugle, qui à la fin du 19e siècle aux États-Unis décroche le diplôme de la plus grande des universités. C'est une histoire qui a été racontée à des générations d'enfants français et pas que, parce qu'il faut dire que c'est une révélation magistrale de la puissance de la volonté. Je peux parce que je veux. Cette histoire, je la tire du livre de Lorena Hickok que vous trouverez chez Pocket Jeunesse, l'histoire d'Hélène Keller. Nous la débrieferons tout à l'heure avec Stéphane Gaillard, l'actuel directeur de l'Institut des jeunes aveugles. J'ai écrit cette histoire avec Tudual de Dieu le veut, réalisation Céline Lebras. Europe 1, Christophe Ondelatte. Un soir de septembre 1986, les Keller sont réunis au salon. Le capitaine Keller lit le journal et Madame Keller est en train de coudre. Et leur fille aînée, Hélène, est là, pelotonnée dans un fauteuil. Elle serre contre son cœur une grande poupée de chiffon. Hélène a 6 ans. Son esprit, en admettant qu'elle en est un, est enfermé dans une prison. Il ne peut pas en sortir. Personne ne peut ouvrir la porte pour l'aider. La clé est perdue. Personne ne pourra la retrouver. Arthur, vous n'y connaissez rien. Rien. Moi, je vous dis qu'Hélène est plus intelligente que tous les Keller réunis. Hélène est peut-être un génie, mais personne n'en saura jamais rien. Cette conversation à son sujet, la petite Hélène qui est là dans le fauteuil ne l'entend pas. Elle ne peut pas l'entendre, car elle est sourde, muette et aveugle. Une congestion cérébrale qui l'a frappée quand elle avait 2 ans. Il n'y a aucune manière de communiquer avec elle. Elle est murée pour toujours dans le silence et l'obscurité. À un moment, Hélène descend de son fauteuil et à tâtons, elle va jusqu'au berceau où elle a dormi petite. Avant, elle aimait y coucher sa poupée, la border, la bercer. Mais depuis quelque temps, la place est prise. Il y a quelqu'un dans le berceau. Et Hélène n'a aucun moyen de savoir que ce quelqu'un est sa petite sœur. Pour elle, c'est juste une voleuse qui a pris son berceau et qui prend aussi sa place sur les genoux de sa mère. Aïe! Aïe! Hélène caresse le petit corps en poussant des cris rauques. Et d'un coup, elle arrache les couvertures, elle renverse le berceau. Heureusement, sa mère rattrape le bébé. Eh ben voilà qui règle la question du génie, hein. Si c'est un génie, il est malfaisant. Il faut l'envoyer dans une institution spécialisée. Non! Nous ne pouvons pas l'abandonner. Ces maisons sont pour les arriérés. Hélène n'y apprendra rien. Mais elle sera très malheureuse, moi, de nous. Mais qu'est-ce qu'on peut lui apprendre, nous? On peut plus la garder ici. Et puis, elle est dangereuse pour sa petite sœur, hein. Un jour, elle la tuera. Hélène ne connaît pas les mots. Elle ne connaît que les mains. Des mains qui la guident, qui la tirent, qui la relèvent quand elle tombe. Et avec ses mains à elle, eh bien, elle explore le monde. Ses mains lui servent d'yeux et d'oreilles. Et lentement, longuement, elle caresse le visage de sa mère. Elle suit du doigt son nez, sa bouche. Et elle sent sa bouche qui remue. Et elle aussi, elle essaye de faire bouger ses lèvres. Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Pourquoi ils jouent pas avec moi? Je veux comprendre. Je veux parler. Je veux entendre. Et en général, au bout d'un certain temps, épuisée par sa révolte et son désespoir, Hélène s'endort. Et c'est ce qu'elle fait encore aujourd'hui. Il n'y a rien à faire. Nous sommes complètement désarmés. Nous sommes incapables de lui apprendre quoi que ce soit. Je sais, nous sommes trop faibles avec elle. Elle n'en fait qu'à sa tête.
Mais comment est-ce qu'on pourrait la punir, puisqu'on ne peut pas lui faire comprendre pourquoi on l'a punie? Eh bien, nous devrions écrire à Boston, à ce professeur dont nous a parlé le docteur Bell. Le docteur Bell est un savant qu'ils sont allés voir sur les conseils de leur ophtalmologiste. Et il a recommandé d'aller voir à Boston le docteur Michael Ananios. Il dirige une école pour les enfants aveugles, l'institution Perkins. Et d'après le docteur Bell, il y a dans cette école une femme sourde, muette et aveugle comme Hélène. Le professeur Ananios aurait trouvé le moyen de lui parler, en frappant avec ses doigts dans sa paume et en lui épelant ainsi les mots. Ce qu'Ananios a fait pour elle, il pourra peut-être le refaire pour Hélène. Alors c'est décidé, le capitaine Keller va lui écrire demain. Le professeur Ananios a répondu. Nous pouvons certainement essayer avec Hélène les méthodes que j'ai expérimentées sur la jeune Laura. Cette méthode doit être enseignée par des spécialistes que j'ai formés moi-même. Je me propose d'envoyer chez vous Miss Anne Sullivan, qui a tout juste 20 ans et vient de terminer ses études. Et c'est ainsi que le 3 mars 1887, 6 mois après qu'Hélène, dans un accès de jalousie furieuse, ait poussé sa petite sœur hors du berceau, Miss Anne Sullivan arrive chez les Keller qui vont la chercher en voiture à cheval à la gare. Miss Sullivan, soyez la bienvenue chez nous. Nous sommes si heureux que vous veniez vous occuper de notre petite fille. Le lendemain, Anne Sullivan prend Hélène par la main et elle la conduit jusqu'à une table. Elle y pose la main d'Hélène, paume en l'air, et lentement, elle remue ses doigts dans la petite main grande ouverte. Et elle répète ça, comme ça, les mêmes mouvements, à plusieurs reprises. Et puis elle prend ses doigts, et dans sa main, elle lui fait faire les mêmes mouvements de doigts plusieurs fois. Peu ou P. Poupée. Et Hélène, ça l'amuse. Alors elle essaye d'imiter Anne. Au début sans succès, puis tout à fait bien. Et là, Anne lui enlève sa poupée, prête à la lui rendre dès qu'Hélène lui épellerait avec les doigts le mot poupée. Mais Hélène ne comprend pas. Elle ne fait pas le rapprochement entre le jeu amusant qui consiste à agiter ses doigts dans la main de cette étrangère et la poupée qu'on vient de lui enlever. Hélène vient de prendre sa première leçon. Et Anne Sullivan a bien vu qu'elle était capable d'apprendre. La première chose qu'Anne veut apprendre à Hélène, c'est la discipline. Ses parents n'ont jamais osé la gronder. La seule chose que fait sa mère quand elle est en colère, c'est de lui donner des bonbons. Un matin, au petit déjeuner, Hélène plonge brusquement sa main dans l'assiette de Anne pour prendre des œufs brouillés à pleine main. Anne la repousse. Hélène recommence. Alors elle lui donne une tape sur la main. Et là, Hélène se met à se rouler par terre en hurlant. Ne vous inquiétez pas, hein, monsieur et madame Keller. Je vous en supplie, laissez-moi faire. C'est une simple colère. Il ne faut pas céder. Une autre fois, Anne lui met une cuillère dans la main pour lui apprendre à prendre un peu d'œuf brouillé. Et ensuite, elle essaye de guider la cuillère jusqu'à sa bouche. Hélène jette la cuillère par terre. Alors Anne lui prend solidement la main, elle l'amène jusqu'à la cuillère et elle la force à la ramasser. Une autre fois,
Hélène se met à la pincer. Et là, Anne lui colle une gifle. Encore une autre fois, Hélène arrache la serviette qu'Anne lui a mise autour du cou. Et elle la jette. Et Anne la force à la ramasser. Et Hélène la lance encore, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Depuis son bureau, on entend le père qui hurle. « Je vais renvoyer cette fille !» Et puis, vaincue par la fatigue, Hélène est là, par terre. Anne se penche, elle lui caresse doucement les cheveux. Elle prend sa main, elle la referme doucement sur la serviette et elle la relève. Et avec son aide, Hélène plie la serviette et la pose sur la table. Et après, c'est une petite fille très calme qui descend pour jouer dans le jardin. Un mois plus tard, Anne persuade les parents d'apprendre eux aussi l'alphabet manuel qui permet de signifier avec les doigts des lettres de l'alphabet. Et à quoi bon ? Vous en aurez besoin peut-être plus tôt que vous ne le pensez. Vous pourrez communiquer avec elle. Vous pourrez l'interroger. Elle vous répondra. Madame Keller s'y met très vite. Mais lui ne veut pas avoir trop d'espoir. Il trouve déjà très bien qu'Hélène soit devenue sage et tranquille. Car oui, elle est plus calme. Tout le monde l'a remarqué. Elle ne se met plus en colère. Elle a des choses plus amusantes à faire que de se rouler par terre. Comme elle est sans cesse occupée, sollicitée, elle ne fait plus de crise d'angoisse. Un matin, Anne se met à épeler 2 mots avec ses doigts dans sa petite main. Ta-se-o. Tasse. Eau. Et là, elle met de l'eau dans sa tasse et elle y trempe le doigt d'Hélène. « Mais qu'est-ce que tu veux, toi ? Tu vois bien, je comprends pas. » Pour lui changer les idées, Anne connaît un moyen excellent. Elle lui apporte un grand chapeau de paille. Hélène bondit sur ses pieds. Le chapeau, ça veut dire le jardin. Ça veut dire le soleil, la promenade. Dans le jardin, il y a un puits. Anne lui remet une tasse dans la main. Elle fait couler un peu d'eau du puits dedans. Et là, elle prend sa main et elle la lui trempe dans l'eau. Et dans sa paume, elle épelle le mot E-A-U. D'abord lentement, et puis de plus en plus vite. Hélène laisse alors tomber la tasse et elle reste absolument immobile. E-A-U. C'est cette chose merveilleusement fraîche. Et là, Hélène prend la main d'Anne et elle épelle dans ses petits doigts E-A-U. Pour la première fois de sa vie, Hélène Keller vient de parler à quelqu'un. Retrouvez Christophe Andelatte pour la suite de votre récit dans un autre podcast déjà disponible sur votre plateforme. Hélène a compris qu'elle vient de faire une découverte extraordinaire. Elle se baisse immédiatement. Elle ramasse une poignée de terre et elle la tend à Anne, l'air de dire « Dis-moi comment ça s'appelle. » T-E-R-R-E. En remuant ses doigts dans la main d'Hélène, Anne épelle le mot plusieurs fois. Et Hélène l'imite en épelant à son tour « terre ». C'est gravé dans sa mémoire, elle ne l'oubliera plus. Et à partir de là, elle veut tout savoir, et vite. Branche, puits, vigne. Et après, elle s'intéresse à sa petite sœur qu'elle détestait. Elle la touche, elle court vers Anne, l'air de dire qu'est-ce que c'est. B. C'en est donc fini de l'hostilité et de la méfiance. Anne est terriblement heureuse.
Hélène n'aura pas l'enfance lamentable que tout le monde lui prédisait. Et le lendemain, elle dit aux parents, « Je vous en supplie, ne laissez plus personne l'appeler pauvre petite. Hélène n'est pas une pauvre petite. Elle est 100 fois plus intelligente que la plupart des enfants qui voient et qui entendent. Elle n'est pas à plaindre parce que elle ne s'ennuiera jamais de sa vie. Et je suis persuadé qu'elle nous réserve bien des surprises. » Le moment est venu de franchir un nouveau cap, faire des phrases, lui apprendre à utiliser des verbes, être, courir, marcher, aller, et puis des prépositions, dans, sur, à, de. Anne lui donne des cartes qui portent imprimés en relief les mots qu'elle connaît déjà. Hélène passe ses doigts sur ces cartes, et à chaque fois qu'elle touche un mot, Anne le lui épelle dans la main. Et Hélène comprend que les bosses sous son doigt signifient la même chose que les mouvements dans sa main. Elle est en train d'apprendre à lire et ça l'amuse beaucoup. Anne lui donne alors les cartes qui portent des bosses incompréhensibles, c'est-à-dire EST et SUR. Elle n'essaie pas de lui expliquer. Elle invente juste un jeu. Elle place une boîte sur la table. Et elle pose la carte avec le mot boîte à côté. Et entre les deux cartes, elle pose le mot EST et le mot sur SUR. Hélène reconnaît boîte. Elle reconnaît table. Et comme si ça allait de soi, elle comprend la construction de la phrase d'un coup. La boîte est sur la table. Le soir même, elle se met dans son placard, dans sa chambre. Sur sa robe, elle épingle la carte Hélène, et par terre, elle a étalé les cartes et dans un placard. Hélène est dans son placard. Vous vous rendez compte? Elle a fait ça toute seule. C'est sa première phrase. Et ensuite, Anne lui apprend à écrire avec un crayon, en guidant sa main sur une feuille de papier sur laquelle elle a elle-même gravé des lignes. Et Hélène écrit « Le chat boit du lait ». Alors l'écriture est maladroite, elle est inégale, les lettres penchent dans tous les sens. Mais elle écrit « Monsieur et Madame Keller, écoutez, Hélène est tellement en avance sur le programme que je m'étais fixé que maintenant, il va falloir la suivre. Je crois qu'à partir de maintenant, ce n'est plus nous qui sentons si le moment est venu de lui apprendre quelque chose de nouveau. C'est elle. Après cela, Anne lui apprend aussi à écrire le bail, à percer des trous dans une feuille de papier. À quoi ça sert? C'est une autre façon d'écrire. Et c'est ainsi qu'Hélène devient l'enfant le plus célèbre du monde. Au début, quelques articles dans des revues médicales et pédagogiques, mais très vite, des articles dans tous les journaux. Tout le pays est au courant. Et les gens n'ont pas de pitié pour elle. Ils ont de l'admiration. Tout cela, évidemment, Hélène l'ignore. Et Miss Sullivan y tient. Il ne faut pas qu'elle devienne un enfant prodige, gâtée et prétentieuse. Je pense qu'elle cesserait de faire des progrès et qu'elle deviendrait malheureuse. Jusqu'ici, Hélène ne connaît pas le sens du mot aveugle. Muette, elle sait. Les autres parlent avec la bouche. Elle sent les lèvres de sa mère qui bougent quand elle parle. Mais il lui faut beaucoup plus de temps pour comprendre à quoi servent les yeux. Moi, je vois avec mes yeux, mais toi, tu vois avec tes doigts. Un jour, Hélène pose ses doigts sur les yeux d'Anne et ensuite sur les siens. Et elle est intriguée parce que elle sent exactement la même chose. Et c'est elle, Hélène, qui trouve la vérité. Mes yeux
sont malades. Un jour, Anne Sullivan apprend l'existence de Ragnhild Kaata. C'est une jeune Norvégienne aveugle et sourde comme Hélène. Il paraît qu'elle parle, presque comme tout le monde. Et ça serait très utile parce que les gens ne connaissent pas l'alphabet manuel. Et c'est possible, techniquement possible, parce que les sourds ne sont muets que parce qu'ils n'entendent pas leur propre voix. Mais ils peuvent parler. Anne commence par placer sa main sur son cou pour qu'elle sente la vibration des cordes vocales. Ah. Son projet est de lui apprendre à parler avec sa gorge et avec ses lèvres. Pour l'instant, les sons qu'elle émet sont très désagréables à entendre. Anne décide alors de l'amener chez Miss Fuller, qui dirige une école pour enfants sourds à Boston. M P S T. Au bout d'une heure, Hélène a appris à émettre 6 sons différents. Et le jour de sa 11e leçon, je ne suis plus muette. Et les années passent. Et toutes les semaines, tous les jours, Hélène fait des progrès. Un jour, Hélène vient d'avoir 11 ans. Anne Sullivan l'amène voir des amis dans une université. Et tandis qu'elle se promène, elle la lui décrit via les doigts, les bâtiments, les professeurs, les amphithéâtres. Et le soir au dîner, Hélène fait une annonce. Un jour, j'irai à l'université. Mais moi, j'irai à Harvard. Elle n'a que 11 ans. C'est trop tôt. Et puis Harvard est une université de garçons. Mais peu importe. Il faut absolument que je lui trouve une école. Il lui faut une école où elle pourra suivre des études. Il faut à Anne 3 ans pour trouver une école qui lui convient. Une école spéciale pour les sourds et muets qui se trouve à New York. Bon, les élèves sont sourds et muets, mais pas aveugles. Mais je suis certaine qu'elle pourra suivre. Et puis on me permet d'assister au cours avec elle. Je pourrais tout lui épeler dans la main. Hélène a 14 ans quand elle rentre dans cette école. Et comme Anne Sullivan l'avait prédit, elle réussit très bien dans ses études. Notamment en allemand, puisque le professeur sait se servir de l'alphabet manuel. Elle lit l'allemand presque couramment au bout d'un an. En revanche, la professeure de français ne sait pas l'alphabet manuel. Hélène doit lire sur ses lèvres en les effleurant du doigt. Et ça, c'est beaucoup plus difficile. Mais elle finit par beaucoup s'amuser en lisant Le Médecin malgré lui de Molière. Il n'y a que sa diction qui ne s'améliore pas. Elle est très défavorisée par rapport aux élèves seulement sourds qui, eux, peuvent observer avec leurs yeux le mouvement des lèvres de leur professeur. Hélène a maintenant 16 ans. Ça fait 2 ans qu'elle est dans cette école de New York. Et Anne décide d'aborder franchement avec elle le fameux problème de l'université. Hélène en parle souvent. Elle veut aller à Radcliffe, qui est l'équivalent de Harvard, mais pour les filles. Alors, Anne lui dit dans la main, « D'abord, il faut que tu te mettes bien dans la tête qu'on ne tiendra aucun compte du fait que tu es aveugle et sourde. Il faudra que tu suives les cours comme les autres. Donc que tu travailles beaucoup plus. Peut-être 3 fois plus que les autres. Je peux travailler 3 fois plus que les autres. Ce ne sont pas les forces ni l'envie qui me manquent. Je sais. Mais il faut que tu saches les difficultés qui t'attendent et que tu n'as jamais rencontrées. Alors, il faut que j'aille tout de suite dans une école où les élèves voient et entendent. Ah, d'accord. Autre détail important. Entrer à Radcliffe est difficile.
il n'est pas sûr qu'il te prenne. Tant pis, je veux essayer quand même. À part ça, Hélène ne se rend pas du tout compte du coût d'une université. Son père n'est pas riche. Et d'ailleurs, depuis quelques années, il ne peut plus payer le salaire d'Anne Sullivan. À sa demande d'ailleurs. Anne lui a dit qu'elle aimait trop Hélène pour se faire payer. Tout cela, Hélène l'ignore. Mais dans son école de New York, elle s'est faite des amis, dont certains sont riches et célèbres, comme Mark Twain par exemple, qui a écrit Les aventures de Tom Sawyer. Et c'est lui, Mark Twain, qui réunit tous ses copains et rassemble la somme nécessaire pour qu'Hélène aille à l'université. La question de l'argent est résolue. Il reste à Hélène à passer l'examen d'entrée. Aucun étudiant aussi lourdement handicapé n'a jamais tenté de franchir le barrage de Radcliffe. Aucun. Il faut donc trouver une école pour préparer l'examen. Anne en trouve une école de Cambridge, où toutes les filles connaissent son histoire. Elle l'admire. Bon, le seul moyen qu'elle puisse suivre les cours, c'est évidemment que quelqu'un lui épelle les mots dans la main. Et donc, Miss Sullivan viendra en classe avec elle, pour voir et écouter à sa place. Et ça, le directeur l'explique aux autres élèves. Elle récitera en classe comme tout le monde. Au début, sa voix vous paraîtra bizarre.